Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Je pense que ça va être compliqué de se mettre d'accord aujourd'hui, mais nous allons essayer. Bonjour à tous et à tous. Jeudi 24 novembre, dans un mois, c'est Noël, figurez-vous. C'est le réveillon. Bah oui. Alors. Ça se fête. Hein. On a droit à une montre On peut souhaiter joyeux Noël à l'avance parce qu'on ne sait pas s'il y aura Noël cette année, non? Regarde, peut-être qu'on s'éclairera. Vous ne nous voyez pas, Jacques? Ça va arriver. Non. Jacques Miard, maire de Maison Lafitte. Je disais ce matin, maire LR de Maison Lafitte. Voilà, nous vous voyons. Je parle comme Sandrine Rousseau. Un résistant. Nous vous voyons. J'aimerais bien que vous veniez en studio. Alors, oui. Oh là là, c'est compliqué. On Surtout s'ennuie. qu'il y a tellement de travaux pour arriver jusque chez vous Ouais. que de temps en temps, ça prend du temps. Mais Ouais. vous savez. Et On puis met c'est- le studio et puis à la dans les mairie. villes- Ah, vous Pardon nous accueillez? On met le studio dans ton bureau. Ah, bah ça, c'est une éventualité que j'approuverais très volontiers. Tu vois. Bon, on prendra l'hôtel pour arriver à l'heure, nous aussi. Jacques J'ai des Miard, chambres libres. maire LR de Maison Lafitte. Jérôme Dubu, attention à vos propositions. Hein. Jérôme Dubu, membre du bureau ID de Horizon, c'est ça, je l'ai bien dit. Pour l'idée. Pôle ID, du pôle ID. Pôle ID. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et vous êtes également éditorialiste sur Sud Radio tous les mercredis matins. Bonjour. Et avec nous, enfin qui ne devrait pas tarder à arriver, Raphaël Amsalem, chargé d'études chez Génération Libre. Pas mal de sujets ce matin. C'est la France Insoumise qui fait la une avec l'affaire Quatennens, un retour impossible. On va parler des deux propositions de loi des deux propositions qui sont faites par la France Insoumise ce matin, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la corrida, l'interdiction, ce que demande le député Aymeric Caron, et l'IVG constitutionnalisé, le droit à l'IVG, et puis bien d'autres sujets avec notre tour de table. On va commencer avec vous, Alexis Poulain. C'est une fois n'est pas coutume, un coup de gueule. Un petit coup de gueule, Et c'est contre sur... la Macronie. Alors, non, sur une pratique qui n'est pas uniquement macroniste, c'est le pantouflage et les recasés de la Macronie. Et ils sont nombreux, puisque hier, Jean Castex est arrivé salué par Clément Beaune, ministre des Transports, à la tête de la RATP. Christophe Castaner va arriver au conseil de surveillance du port de Marseille et des autoroutes du Mont-Blanc. Mais on a aussi Agnès Buzyn, qui, hématologue, va rejoindre en tant que conseillère maître la Cour des comptes. Jacqueline Gouraud, ancienne ministre à la cohésion des territoires, qui n'a pas du tout de formation de juriste, mais qui est au Conseil constitutionnel. Sans parler, bien sûr, d'Amélie de Montchalin, qui n'avait pas été élue aux législatives, qui va rejoindre l'OCDE, elle, et puis Emmanuel Vargon, ancienne ministre du Logement, qui est maintenant au Conseil de l'énergie pour nous expliquer qu'il y aura sans doute des coupures cet hiver. Donc c'est une pratique qui est pas nouvelle, mais là on a l'impression que c'est quand même bien ancré. La République exemplaire du candidat Macron de 2017 est clairement oubliée. On est dans des pratiques qui sont quand même assez discutables, du fait du prince, puisque là il s'agit de nominations en Conseil des ministres, on choisit où vont les gens, et surtout des gens qui ne connaissent pas le chômage et qui expliquent qu'ensuite on va rogner les indemnités chômage, alors que eux il suffit d'aller toquer à la porte du bureau du président et de traverser la rue avec les honneurs et un salaire à peu près équivalent à celui d'un ministre. Donc voilà, c'est des pratiques qui, je pense, énervent les Français, qui sont difficiles à comprendre. Je ne mets pas en cause les qualités et les compétences de ces gens-là. C'est juste ces pratiques qui, à mon avis, énervent dans un monde où on est à 3 millions de chômeurs, où la précarité ne fait qu'augmenter et où on se rend bien compte que pour certains, c'est difficile de trouver un boulot et pour d'autres, c'est extrêmement facile. Il suffit de claquer des doigts. Ça s'est toujours fait, non, Jacques Miard, vous qui avez un peu d'expérience. Je voudrais tempérer. Je comprends parfaitement que le trop-plein, comme disait Marx, le quantitatif pose un problème qualitatif. Cela étant, il faut voir que lorsque vous êtes engagé dans la vie politique, après, si vous n'avez pas un métier propre, etc., vous avez beaucoup de difficultés à retrouver un métier et un emploi. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai eu dans mon bureau des anciens députés socialistes qui me demandaient de les prendre pour attacher au groupe Cheval, mais je n'avais aucun crédit à ce propos, et ils étaient dans une impasse. Moi, j'ai connu l'oncle, par exemple, qui était un ancien journaliste économique, a eu de grandes difficultés à retrouver du travail. Donc, quand on a des compétences, il n'est quand même pas interdit de postuler, à quelque chose qui est donné effectivement par le prince. Donc, il faut tempérer. Ça pose le problème du statut de l'élu. Et le statut de l'élu n'est pas résolu dans notre pays.
Voilà. Donc, je comprends ce que dit Alexis, parce qu'effectivement, là, il y a eu quand même une série de nominations de pantouflage, on va dire ça comme ça. Bah oui. Mais d'un autre côté, attention, parce que on a un problème avec les carrières politiques. Certes. Un mot, Jérôme Dubos? Non, moi, je partage un peu ce que dit Jacques sur ce sujet. D'abord, c'est une tradition qui est peut-être pas forcément bonne. Hein. Toutes les traditions ne sont pas forcément à respecter, forcément. Hein. Celle-ci me paraît effectivement un peu excessive. Alors, il y a une centaine, il faut quand même tempérer, parce que même sur le niveau quantitatif, il y a une centaine de députés Renaissance qui ont été battus entre 2017 et 2022, donc c'est quand même beaucoup, et on en recase quoi, 4, 5, 6. D'anciens ministres. Voilà. Hein, C'est-à-dire, oui, mais qui étaient élus députés, qui sont devenus ministres, mais qui étaient élus députés, qui ont été battus en tant que députés. Donc, si vous voulez, 4, 5 sur une centaine, ça me paraît pas excessif. Voilà. Alors, il se trouve que ce sont des gens qui sont médiatiquement en pointe, des anciens ministres, etc. C'est pour ça qu'on en parle. Mais il faut regarder un peu la compétence de chacun. Si les gens sont compétents, moi je vois pas pourquoi ils n'auraient... Castaner est compétent pour diriger non, mais je sais pas. Mais si les gens sont... Si Amélie de Montchalin à l'OCDE, c'est parfaitement une compétence, c'est clair. Voilà, je prends cet exemple parce qu'il il est réel. C'est pour ça que j'ai souligné Jacqueline Gouraud. Agnès Buzyn à l'OMS, c'est une compétence aussi. Voilà, on peut dire ce qu'on veut sur Agnès Buzyn. Elle est maintenant au Conseil d'État. Donc si vous voulez, voilà. Mais il faut regarder un peu la compétence des gens et ne pas s'interdire de les choisir. Allez, Raphaël Amsalem vient d'arriver. Bonjour. Désolé pour ce retard. Bah voilà, vous ferez comme Jacques Méard, vous resterez chez vous en Zoom. Chargé d'études chez Génération Libre, vous aviez un coup de gueule. Oui, sur les dernières déclarations de Monsieur Pradier sur... alors on ne sait pas si c'est le vêtement unique ou l'uniforme à l'université, mais je trouve cette proposition, c'est une blague. De quoi? C'est quoi sa proposition? C'est sa proposition, c'est un uniforme. C'est ça, un vêtement unique, un uniforme, on ne sait pas trop, imposé à tous les étudiants à l'université. C'est une blague. C'est une blague parce qu'on parle d'adultes qui sont, si je puis dire, majeurs et vaccinés, et donc à qui on n'a pas imposé une quelconque mode de vêtement. Et c'est assez symptomatique, je trouve, de cette droite qui, au fond, considère que la liberté politique est purement décorative, que la liberté, c'est bien pour les discours, c'est bien pour les élans rhétoriques, mais une fois qu'on passe aux actes et aux propositions concrètes, on en arrive toujours à un interventionnisme beaucoup trop grand du législateur dans la vie des individus. Et je pense que c'est assez grave parce que, au fond, si on peut imposer à des personnes qui sont adultes, qui sont responsables tant sur le plan civil que pénal, un vêtement, où est la limite? Alors il est revenu sur cette proposition, il a dit que... Oui, il a démenti. Oui, c'est un peu pris les pieds dans le tapis, Jacques Méard. Les pieds dans le tapis, il ne faut pas en faire, je dirais. Et, moi, personnellement, je suis hostile autant j'estime que l'uniforme, parfois, a du bon, et d'ailleurs, il est pratiqué dans un certain nombre de pays pour les élèves, autant pour les adultes, effectivement, c'est hors de propos. Oui, ça n'a pas vraiment de... Non, mais c'est en plus, c'est une vieille histoire. Toutes les élections présidentielles ou législatives, on entend ça de la part d'un certain nombre de gens. On va rétablir l'uniforme à l'école, vous allez voir, etc. Mais enfin, c'est complètement désuet. Ça coûte cher. Mais non, mais c'est complètement impossible à mettre en place. Et a fortiori à l'université. Non, mais là, ils redoublent tous de propositions à l'approche de... Mais on peut faire des propositions, redoubler de propositions, mais faire des propositions intelligentes, c'est pas interdit. Alors, même si on s'appelle Monsieur Pradier. Jacques Méard, c'est en ce moment... c'est un coup de gueule. Oui, c'est en ce moment... Oui, on vous écoute. C'est un coup de gueule, et c'est un coup de gueule contre Macron lui-même. Oh là. Parce que j'ai été parfaitement scandalisé par le fait que monsieur va musarder dans le hall 4 pour serrer les louches, etc., et refuse de s'adresser au congrès des maires dans, je dirais, la plénière. Et il les convoque ensuite à l'Élysée, et là, il s'adresse aux maires. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a de par cette procédure un refus de s'adresser au congrès des maires, c'est-à-dire à l'ensemble de l'association des maires de France, qu'ils soient de gauche ou de droite, et ensuite on revient à l'Élysée et là on les chapitre, si je peux m'exprimer ainsi. Donc cette espèce de dichotomie entre le refus de s'adresser au congrès des maires, où c'est vrai que la dernière fois il s'était fait tenser un peu compte tenu de la politique du gouvernement, et le fait que bien sûr il s'adresse aux maires à l'Élysée, on voit que Macron-Jupiter, chasser le naturel, il revient au galop. Parce que là, il s'adresse en tant qu'institution de la présidence de la République et il ne s'adresse pas au maire en tant que tel,
de France et de Navarre. Mais pourquoi, à votre avis? Parce qu'il a peur de se faire siffler? La dernière fois, il y a eu une parole célèbre de la part de Barouin et surtout de Laniel, qui ne l'a pas raté pour dénoncer la politique du gouvernement à l'égard des collectivités. Et Barouin a eu ce mot historique: Monsieur le Président de la République, vous avez supprimé un impôt qui ne vous appartenait pas et dont on voit aujourd'hui les dégâts collatéraux, notamment où vous avez plus aucun locataire de France et de Navarre qui paye des impôts dans les villes et aux villes dans lesquelles ils habitent. C'est un scandale, c'est une injustice fiscale. Oui, on a évoqué hier ce congrès des maires de France et François Calfon et Yves Damécourt évoquaient les cendriers qui sont offerts, les cendriers de l'Élysée qui sont offerts à l'occasion de ce congrès. Je ne le savais même pas. Attendez, là, c'est de la petite politique politicienne. Non, mais là, c'est pas... mais attendez, Macron, il est venu à plusieurs reprises devant le congrès des maires. Ça normal? Hier, c'est Madame Borne qui s'est adressée aux maires. Il n'y a aucune espèce de mise en exergue de la parole. Pas aux maires? Pourquoi il s'adresse pas aux Mais maires? il s'est déjà adressé à plusieurs reprises. Il a préféré, mais s'il avait fait l'inverse, on lui aurait reproché, on lui aurait dit, il déambule pas, il va voir les maires aussi. Là, il a préféré déambuler. Bon, voilà. Chaque année est différente. Voilà. Bon, il y a un certain nombre de présidents qui sont venus, d'autres ne sont pas venus. Il suffit de reprendre très exactement tous les présidents qui sont intervenus ou pas. Et chaque année, ça n'est pas un rituel, je suis désolé. Et donc, on a le droit de changer, on a le droit de changer son mode d'intervention lorsqu'on va au congrès des maires, c'est tout. Voilà. Alors là, je ne comprends pas ta flagornerie. Aller musarder au 4 et tirer les louches en disant vous êtes les meilleurs, etc. et refuser de s'adresser à l'institution. Attendez, on lui a reproché de ne pas serrer des louches. Maintenant, on lui reproche de le faire. Bon, bah, tout est son contraire. Tout est son contraire en permanence. Stop. Voilà, c'est vrai que vous défendez avec beaucoup d'énergie. Non, mais je trouve ça parfaitement injuste. Mais pourquoi c'est normal que le président de la République s'adresse? Ça n'est pas systématique. Il est allé au congrès des maires pour serrer, pour passer dans les stands. C'est son droit, enfin. Oui, mais alors, on va marquer une pause, 9h15. Ex-qualité au congrès. 9h15. Mais c'est pas systématique, encore une fois. Non, je comprends très bien, mais je trouve que le reproche n'est pas fondé. Bon. Voilà, 9h15 sur Sud Radio. Et toi, tu es un flagorneur. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Mettons-nous d'accord. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à 10h pour commenter l'actualité. Moi, je voulais réagir à un article que j'ai lu dans Le Parisien ce matin sur une jeune femme qui s'est fait violer aux urgences d'un hôpital parisien, l'hôpital Cochin, pour ne pas le citer, comme on dit. Et l'homme qui l'a agressée serait un Jordanien de 22 ans. Il répond à une douzaine de noms. Il est visé par 2 OQTF. Il apparaît pour des vols de stupéfiants, pour un viol sur mineur en Seine-et-Marne, classé sans suite. Et donc, cet homme-là circule dans Paris tranquillement, sans aucun problème. On a Madame Kéké, Rachel Kéké de la France Insoumise, qui a défendu un Ivoirien qui était sous un mandat d'expulsion, qui est un multirécidiviste, délinquant ressortissant, donc ivoirien. Elle est allée le voir et essayer d'empêcher son expulsion. Je ne comprends pas que des individus comme ça soient aujourd'hui encore dans la nature ou défendus par des gens de la France Insoumise. Ce type, vous vous rendez compte, il a 22 ans, multirécidiviste. Alors certes, une plainte classée sans suite, et il viole une femme aux urgences d'un hôpital parisien. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Rien. Où est Gérald Darmanin? C'est un peu la question. C'est un peu la question, Jacques Miard. Vous en pensez? Je suis comme vous, Valérie, totalement scandalisé par cette inaptitude de l'État de faire respecter l'ordre public au sens noble du terme et de ne pas pouvoir expulser cet individu. À tout le moins, déjà, il devrait déjà être à la ratière, n'est-ce pas? Oui. Parce que il est évident que c'est proprement scandaleux. On peut se demander de surcroît, dans le cas d'espèce, comment cet individu est entré aux urgences.
Il était lui-même alcoolisé. Enfin, l'histoire est un peu compliquée. Il était alcoolisé. On se demande s'il avait pas repéré la jeune femme. Donc, il s'est retrouvé à l'hôpital lui-même. Et la jeune femme qui était dans un box et qui attendait, qui s'était endormie. Donc, il s'est retrouvé là pour être soigné. Mais comment, enfin, c'est quand on voit le pédigré de ces gens, c'est-à-dire l'autre, le Moussa B, défendu par Moussa B, c'est pas son nom de famille, qui est en prison, radicalisé, adhérent à l'islam salafo-wahhabite, qui est sous le coup de 2 OQTF également, condamné 20 fois depuis 2001, ayant fait 8 ans de prison. Et enfin, c'est comment ces individus ne sont pas expulsés? C'est exactement le problème qui est posé, et le refus du gouvernement de simplifier, je dirais, les procédures d'expulsion. Et il faut modifier l'article 66 de la Constitution et ne plus avoir le judiciaire qui, en permanence, n'est-ce pas, bloque les expulsions par des procès, et avec un certain nombre d'avocats, je le dis ouvertement et brutalement, dont le fonds de commerce, c'est exactement ça. C'est-à-dire bloquer les expulsions à des fins idéologiques et politiques. C'est scandaleux. Ça va mal se terminer. Hein. Et question sur la Côte d'Ivoire aussi. Pourquoi autant de réfugiés ou de migrants qui viennent de Côte d'Ivoire qui ne veulent pas repartir chez eux, et la Côte d'Ivoire exigeait des PCR et cet homme n'a pas pu rentrer à cause de cela. Non, mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Le droit d'asile, on avait une dizaine de milliers ou une vingtaine de milliers de demandes de droit d'asile il y a 15 ans. On est aujourd'hui à 130 000. Le droit d'asile est devenu une manière d'immigrer. C'est pas du tout ça. C'est inadmissible. Il faut réformer le droit d'asile. Et d'ailleurs, quand Gérald Darmanin a annoncé un certain nombre de mesures sur la future loi concernant l'immigration qui va être débattue au Parlement au début de l'année prochaine, il faut absolument intégrer la réforme du droit d'asile. On ne peut pas continuer à avoir 130 000 demandeurs de droit d'asile, dont 80, voilà, le flagorneur s'exprime, dont 85% sont refusés et restent sur le territoire national. C'est absolument insupportable. Voilà. Et puis un mot. D'ailleurs, le président de la République lui-même l'a dit. Un mot. Et alors, je vais dire un mot, Valérie, avec votre permission. Il faut savoir que lorsque l'État français arrive à expulser notamment un Indien, c'est-à-dire qui vient des Indes, le gouvernement indien oblige pour ses propres nationaux à ce que la France paye le visa d'entrée. C'est incroyable. Enfin bon, les Indiens, il n'y en a pas beaucoup qui sont expulsés, mais le problème, c'est plutôt les pays du Maghreb. On sait très bien qu'avec l'Algérie, par exemple, on a 1%. On a 1% d'OQTF avec l'Algérie qui sont exécutés. C'est inadmissible. Non, mais ces OQTF, et je vais reprendre ce qui a pu être dit sur le fait qu'il aurait été expulsé, la jeune femme n'aurait peut-être pas été violée aux urgences cette nuit. Un mot rapidement, et je vous conseille de lire dans la presse ce matin ce qui se passe à Mayotte. Mayotte, qui est un département français qui est à feu et à sang, où les gens n'osent plus sortir, avec des affrontements à coups de machette. C'est assez peu commenté dans l'actualité. Hein. Non, c'est ça qui est incroyable, parce qu'on a les unes d'hebdomadaires, de magazines qui parlent des territoires perdus de la République. Là, on a carrément c'est un territoire zone de guerre, complet où on parle de guerre des gangs, où on parle d'une violence mais incroyable. Et il faut écouter une députée de Mayotte qui explique qu'il faut arrêter. Voilà, qui a un discours incroyable en disant: nous, on est dedans maintenant, il faut arrêter avec vos tabous, votre morale, vos machins. On veut l'armée. Voilà où on en est à Mayotte. Et d'avis des habitants, c'est invivable. Et c'est quelque chose qui a été laissé à l'abandon, clairement. Alors, en campagne, vous avez tous les candidats qui vont faire un tour à Mayotte, qui expliquent que c'est formidable. Mais la réalité, elle est très loin. Et je pense que c'est important d'en parler, parce que c'est ce qui se passe à Mayotte pourrait se passer n'importe où ailleurs, dans ces fameux territoires perdus de la République. Enfin là, on attend quand même un niveau de violence. Vous avez gardé pas transposer l'affaire de Mayotte l'ensemble du territoire national, heureusement d'ailleurs. Heureusement, non, n'exagérons rien. Enfin, moi je veux bien qu'on parle de Mayotte sérieusement, mais qu'on transpose pas la situation de Mayotte, qui est une situation tout à fait particulière, qu'il faut condamner parce que c'est inadmissible ce qui se passe au territoire national. Ça suffit de condamner, il faut peut-être agir à un moment. Dire ça. Non, mais le raid est envoyé à Mayotte. Il y a 10 gendarmes du raid, ça suffit. 10 gendarmes. Le problème, c'est qu'il ne reste pas 10 jours, mais qu'il ne reste à perpétuité. Voilà, c'est ça le problème. C'est
C'est qu'on a envoyé à plusieurs reprises, et sous les gouvernements précédents, c'était pareil. On a envoyé dans d'autres territoires d'outre-mer un certain nombre de gendarmes du RAID, mais qui ne sont restés que 10 jours. Il y a un problème d'immigration incontrôlée là-bas. À Mayotte, bien sûr, avec Comores, bien sûr. Il y a un problème d'immigration qui n'a pas été, je dirais, pris à bras le corps, et c'est extrêmement grave, avec l'impossibilité d'expulser ces gens, avec des magouilles locales, avec un droit local qui s'applique, avec compte tenu de la plus grande maternité de France qui est là-bas. Absolument. Et donc, il faut quand même aussi réformer le fait que si jamais vous avez un enfant qui est né dans une maternité de ce type, on puisse expulser les gens, alors que c'est pas possible à partir du moment où la loi protège justement les enfants. Voilà, je voulais en dire un mot ce matin, c'est vraiment lisez ce qui se passe là-bas, qui est proprement ahurissant, 101e département français. Oui. Et ça a été départementalisé il y a peu de temps. Par Nicolas Sarkozy, et il faut échec total, guerre civile là-bas. Votre coup de gueule, Jérôme? Ça introduit un peu le premier débat. Alors on va marquer une pause tout de suite, comme ça. Il reste 5 secondes, comme ça c'est terminé. Voilà. Il n'y a pas de coup de gueule. Voilà, pas de coup de gueule. Vous êtes censuré. 9h26 sur Sud Radio. On va parler de l'affaire Quatennens. Est-ce qu'il peut revenir à l'Assemblée nationale? On voit que la France insoumise est un peu gênée aux entournures. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h10, Valérie Expert. Et on va parler de l'affaire Quatennens. Notre ami Éric Revel qui nous écoute me cite effectivement un extrait d'une interview d'Estelle Youssouffa, la députée, qui dit des maisons, en parlant de Mayotte, des maisons ont été incendiées, des personnes ont été agressées, certaines amputées à la machette. Alors si la députée, on découpe des gens qu'on dépose en morceaux sur les routes pour effrayer la population, et ça marche, la population veut prendre les armes pour se défendre. Voilà la situation à Mayotte. Cela étant dit, passons à l'affaire Quatennens. Oui, c'était mon coup de gueule, mais bon, sans transition, on va mettre les coups de gueule au frigidaire. Voilà. Et on va parler de cette affaire. Je crois qu'on en avait déjà parlé une fois ici, au mois de septembre, lorsque Quatennens a reconnu qu'il avait giflé sa femme. Bon, moi j'avais dit à ce moment-là, quand on est député de la République et qu'on reconnaît qu'on a giflé sa femme, on ne peut pas rester. On ne peut pas rester. Si vous regardez dans sa circonscription, vous interrogez les gens, vous leur dites est-ce que vous avez envie d'avoir un député qui vous représente et qui gifle sa femme? Ils vous diront non. Moi je dis également, je ne suis pas dans sa circonscription, je dis également il ne peut pas rester en place. Je l'avais déjà dit au mois de septembre. Et là, on commence... Alors, il y a un certain nombre de voix qui commencent à dire mais il faut qu'il démissionne. Mais bien évidemment, il faut qu'il démissionne. Alors, vous allez me dire mais c'est la sanction médiatique. Non, c'est pas la sanction médiatique. Les faits ont été reconnus. Il a reconnu ses faits. Il va d'ailleurs entrer dans une procédure de plaidé coupable, si j'ai bien compris. C'est ça. Si ça marche pas, il entrera dans une procédure judiciaire cette fois-ci. Et LFI nous dit, mais il ne reviendra pas dans d'autres groupes tant qu'il n'aura pas été jugé. Mais attendez, mais ça va me prendre 2 ans, 3 ans. Et pendant ce temps-là, M. Quatennens est toujours rémunéré. Alors, aux frais du contribuable. Aux frais du contribuable. Il touche ses indemnités. Il ne vient plus jamais à l'Assemblée nationale. Et ça, il a raison. Il ne participe plus aux travaux. Il n'est plus dans les commissions. Il n'est plus dans l'hémicycle. Et il est rémunéré. Enfin, il est en arrêt maladie. Donc, on est en train d'inventer non, même pas. On est en train d'inventer l'arrêt pour divorce. C'est absolument incroyable. Alors, juste pour resituer, donc la nouveauté dans l'actualité, c'est que son épouse est intervenue hier et l'a accusé de violences anciennes et répétées, violences psychologiques. Alors ça, écoutez, c'est le juge qui le dira. Parce mais du coup, ça a fait changer parce que je vois Véronique nous dit tous les journalistes tombent sur Quatennens. Non, les députés France Insoumise, les membres de la France Insoumise sont un peu gênés aussi. On a vu que Mathilde Panot la semaine dernière disait on n'exclut pas le fait qu'il puisse revenir, et puis hier on a bien vu que tous disent non, il peut pas revenir. Madame Rousseau commence à dire 3 mois après qu'il faudrait qu'il démissionne, mais c'est dès septembre qu'il aurait dû démissionner. Mais là, alors pardon, Raphaël, on vous a pas beaucoup entendu. Je suis tout à fait d'accord. En fait, il y a 2 choses qui sont assez insupportables dans cette affaire. D'abord, c'est le 2 poids 2 mesures. Dès la GIF, effectivement, il aurait dû y avoir des sanctions qui auraient dû être prises, notamment l'exclusion et le fait que M. Quatennens démissionne de son poste. Et ce qui est insupportable, c'est que les standards moraux qu'on veut bien appliquer à ses opposants politiques, on ne se les applique pas à soi-même. Et c'est assez grave parce qu'on parle de violences intrafamiliales, de violences faites sur les femmes, et c'est d'autant plus grave que la France
France Insoumise prétend être dans l'avant-garde de ce combat. Et la deuxième chose qui est extrêmement gênante dans cette affaire, c'est qu'une des premières réactions suite aux dernières déclarations de la femme de Monsieur Quatennens, ça a été celle de Madame Autain qui a dit « Ah bah si Madame Quatennens veut bien passer devant notre commission, tribunal, je ne sais pas comment on peut l'appeler, notre cellule pour être entendue. » Mais ça n'est pas, c'est totalement hors de propos. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de porter l'affaire devant la justice. Ça n'est pas un parti politique de décider, selon les témoignages, selon les copinages, selon les intérêts qui sont les leurs, quelle doit être l'issue de cette affaire. Effectivement, en rapport avec le message qui est porté par la France Insoumise sur toutes les questions de féminisme, il me semble tout à fait convenable que M. Quatennens démissionne de son poste. Il y a un plaidé coupable, vous l'avez évoqué Jérôme Dubuc, qui est possible. Le plaidé coupable, ça veut dire que vous plaidez coupable et que vous avez votre peine, mais un juge peut refuser ce plaidé coupable. C'est pour ça que j'ai dit que ça pouvait rentrer dans une procédure judiciaire et prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans ce Alexis Poulain. La loi et le droit. Et à partir de là, un député, c'est comme un autre citoyen. Et donc, est-ce que quelqu'un qui est accusé de violence conjugale démissionne de son poste de médecin? Est-ce que quelqu'un qui est... Non, mais il n'est pas accusé, il a reconnu les faits. Il a reconnu lui-même les faits. Non mais, et donc Et donc, c'est grave. Il est coupable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Non mais alors moi je préfère respecter le droit à la lettre et dire voilà, il y a pas à pousser à une démission. Alors après, effectivement, c'est dingue de se dire qu'il va être payé à rien foutre. Il y en a beaucoup qui sont dans cette situation, et pas pour des violences domestiques. Mais globalement, je préfère rester sur la ligne du droit, tout simplement. Oui, mais ce qui est gênant, justement, c'est qu'on redécouvre les vertus du droit une fois que ça concerne ses propres camarades politiques. Non, moi j'ai toujours défendu ça. Non, je parle pas pour vous spécifiquement, je parle pour la France Insoumise, qui est dans le message de dire qu'il faut respecter le droit. Ça, c'est le cas. C'est absolument vrai. C'est le moment où on se prend les pieds dans le tapis. Bah oui, voilà. Non, mais c'est d'autant plus étonnant que si vous reprenez les déclarations qu'a faites M. Quatennens à l'Assemblée encore récemment, juste avant le fait qu'il ait plaidé coupable, enfin qu'il ait reconnu les faits contre sa femme, il nous donnait des leçons de morale en permanence sur ces sujets-là, en permanence. Ce monsieur était en train de gifler sa femme. Enfin, il y a des limites quand même à la décence en France. Ouais. Jacques Miard. Oui, moi, je vais vous dire, cette affaire, c'est clair. C'est pas aux partis politiques à faire leur propre police. Ça, c'est inadmissible, et je crois que même le garde des Sceaux l'a rappelé à juste titre. Deuxièmement, il est évident que, je dirais, aujourd'hui, c'est devenu une affaire d'État. Et que, bien évidemment, une affaire d'État, toute proportion gardée, mais qu'il est dans une situation où, à mon avis, la porte de sortie, c'est la démission. Oui, et qui se représente éventuellement, et à ce moment-là, il sera... Oui, ça c'est possible. C'est possible. Parce que on a vu souvent dans le passé des gens qui sont même condamnés par la justice et qui sont revenus par le vote des électeurs. Mais ça, il y en a eu beaucoup. C'est la démocratie. Oui. Effectivement, le procureur de la République n'a pas retenu les faits de violence répétée ni de harcèlement évoqués par la femme d'Adrien Quatennens. C'est des éléments nouveaux, je crois. Mais c'est ça, oui. C'est une affaire très complexe, mais qui, pour le coup, si on se place d'un point de vue politique, est très compliqué pour la France Insoumise. Parce qu'à une semaine d'intervalle, on est en train de dire qu'on va accompagner Adrien Quatennens pour son retour. Cela étant, Valérie... Oui, Jacques Miard. Cela étant... Moi, je ne juge pas là-dessus, c'est à la justice de le dire, parce que je ne sais pas si c'est pas elle qui lui aurait crevé les pneus, non? C'est-à-dire... Oui, mais on ne saura jamais, de toute façon, tant que le jugement n'est pas tombé, on ne saura jamais. Simplement, lui, elle n'est pas du tout députée, si vous voulez. Lui, il est député, il nous a donné des leçons sur le sujet pendant des années. Et donc, aujourd'hui, il est au pied du mur, il ne peut pas rester. Enfin, c'est ce double standard. Si on applique aux opposants politiques des standards extrêmement fermes, dès qu'il y a un soupçon, dès qu'il y a un article. D'ailleurs, pourquoi pas? Ce sont des affaires qui sont graves, on peut porter ces sujets. Mais à partir du moment où on applique à ces opposants politiques, il faut aussi se l'appliquer à soi. C'est ça qui est aussi important. Absolument. Parlons de ce sujet qu'est la corrida. Les deux, il y a vive la corrida. Trois propositions. La corrida à Maison-Alfort. De loi qui sont la reine de Maison-Alfort. Voilà. Lafitte. Non, alors Maison Lafitte. Oui. Mais je vais vous demander une explication de texte, celle de la petite phrase prononcée par Emmanuel Macron hier. Écoutez. Qu'il y ait des débats dans la société, ils sont légitimes. Moi, je les entends tous. Et il faut qu'il y ait à la fois
qu'on prenne en compte nos spécificités, nos cultures locales, auxquelles sont légitimement attachées certaines régions et beaucoup de nos compatriotes, et la condition animale, la sensibilité qu'elle éveille, en particulier chez les jeunes générations. Dès qu'on est dans l'invective, ça ne marche pas. Je le dis très sincèrement. Donc il ne va pas y avoir d'interdiction demain. On doit aller vers une conciliation aussi, vers un échange. Voilà, donc il n'y aura pas d'interdiction demain, ça passe à l'Assemblée aujourd'hui. Il manque le cheminement en toute bienveillance, qui était à la fin de la phrase, qui est merveilleux. Mais c'est-à-dire que, oui, on va débattre. En gros, Emmanuel Macron fait le pari que c'est une pratique qui va s'éteindre avec les derniers aficionados et qu'il n'y aura pas un renouvellement. Il a tort, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment la corrida, bien sûr, et qui se forment et qui défendent cette pratique. Alors, c'est marrant ce débat, parce que ça pourrait paraître anodin, mais en fait, ça met le doigt sur un vrai problème au sein de tous les appareils politiques. Parce que derrière, vous avez. C'est pas politique comme sujet. Ça complètement. Non, mais c'est pas droite-gauche. Non, mais c'est pas droite-gauche, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Parce que derrière, c'est la cause animale d'un côté, c'est les traditions de l'autre, c'est le centralisme français, le jacobinisme qui voudrait régenter toutes les régions depuis Paris. C'est une vision du monde aussi, parce que derrière, voilà, on vous explique que le taureau est très bien traité jusqu'à sa mise à mort, qui tire sa bolle sur le. Et puis de l'autre côté, dire non, mais on peut pas continuer à faire d'un spectacle de torture un spectacle populaire et qui plaît aux foules. Moi là-dessus, je trouve que c'est un débat intéressant parce que ça pose des bonnes questions sur la tradition, sur pourquoi des gens aiment la corrida. Et est-ce qu'on peut poser la question, sans se faire traiter de facho, puisque du Nicolas Dupont-Aignan l'a défendu ici, de savoir pourquoi Aymeric Caron, qui défend la cause animale, ne s'attend pas à l'abattage rituel. J'ai vu un tweet hier de quelqu'un qui disait la corrida concerne 1000 taureaux par an, l'abattage rituel concerne des dizaines de millions d'animaux par an. Parce qu'il y a le spectacle, parce que la corrida, on paye pour aller voir la mise à mort d'un taureau. Oui, je suis d'accord, sauf que c'est la cause animale ou pas, ou le spectacle la cause animale, je pense qu'il y a une différence substantielle. Oui. C'est que alors attendez, Jacques, il y a Raphaël Amsalem qui intervient, je vous donne la parole après. Sur ce sujet de l'abattage rituel, je pense qu'il y a une différence substantielle, c'est que l'abattage rituel, est une liberté religieuse garantie par notre état de droit, et puis deuxièmement, sert à la nourriture. C'est-à-dire que si vous enlevez l'abattage rituel, je parle pour mes synagogues si je puis dire, demain ce sont des juifs et des musulmans qui soit ne pourront plus manger de viande, soit devront l'importer et devront la payer plus cher. Donc on attaque une liberté religieuse. Imposer l'abattage rituel aujourd'hui à l'ensemble, une très grande majorité de boucheries n'est pas non plus une chose totalement... Je suis pas sûr qu'on impose l'abattage rituel. C'est devenu une norme parce que ça arrange tout le monde. Mais il y a personne qui n'impose l'abattage rituel. Mais je pense que c'est une différence substantielle, c'est que d'un côté vous avez une liberté religieuse garantie par l'état de droit qui sert à une fin de consommation, de l'autre vous avez un spectacle qui sert précisément, purement, je suis désolé de revenir sur ce sujet, mais les pratiques qui sont imposées sur ce taureau, on est dans une disproportionnalité par rapport au but qui est visé. Je prenais un peu de recul par rapport. C'est très politique, encore une fois, je disais que c'est pas politique parce que c'est pas gauche-droite, mais c'est... Si, l'affaire de la corrida, c'est très politique, au sens du politique concernant la vie de la cité. Moi, je pense qu'on devrait... Attendez, Jacques Méra, je m'avais dit que je donnerais la parole. Je rappelle que la liberté religieuse, dont acte, la liberté de conscience d'ailleurs, la loi de 1905, il y a aussi un ordre public et elle peut encadrer, je suis désolé, les pratiques de certains cultes. Ne l'oubliez pas, lorsque le curé va sonner les cloches à 4 heures du matin, le maire va lui dire non, je suis désolé. Mais quel est l'ordre public qui justifierait pour l'abattage rituel? Oui. Deuxièmement, moi je pose une question. J'ai pas bien compris c'est porté cette loi par quelqu'un de LFI. Oui. Mais je suis désolé, c'est du suicide. Parce que la corrida, c'est eux qui la font à l'Assemblée, que je sache. C'est le petit mot. Oui. Non, il y a un deuxième point qui me semble très important aussi. Au-delà du sujet de fond, il y a quelque chose d'assez ubuesque aussi dans la déclaration d'Emmanuel Macron. C'est pas au président de trancher ça. Non. Il y a un débat parlementaire. Oui, non, mais c'est ça, cette phrase que je vous ai demandé. Le Parlement et la Chambre. Non, il n'a pas seulement donné son avis. Non. Il a dit la corrida ne sera pas interdite. Il essaye de trancher par avance et de mettre une pression
d'interdiction sur sa majorité présidentielle. Il ne va pas y avoir l'interdiction demain. Voilà. Ça veut dire que le débat sera long. On sait très bien que l'arithmétique aujourd'hui... Attendez, je voudrais juste dire un mot là-dessus. Il a parfaitement le droit de le dire. Ben oui, je voudrais juste dire un mot là-dessus. L'arithmétique parlementaire fait qu'aujourd'hui, ça a d'abord été refusé en commission, ça n'a pas été accepté en commission, c'est présenté en séance plénière aujourd'hui, et on sait très bien que l'arithmétique parlementaire va refuser cette proposition de loi. Elle est on sait très bien. Donc c'est pas la peine de crier des cris d'orfraie parce que le président a dit ça. On le sait aujourd'hui, on le sait, le vote... Mais laissons le Parlement faire son travail. Mais il va débattre, le Parlement, il fait son travail, mais on connaît le résultat. Et moi je dirais que dans ce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, de cette espèce de jacobinisme moi c'est ça qui me choque. Moi je pense qu'il faudrait donner soit aux régions, soit aux départements la possibilité ou non d'interdire ou pas la corrida. C'est tout. Ce n'est pas une affaire d'État, encore une fois, ça suffit. Tout remonte à Paris, c'est pas possible. Jacques Méhard. Oui, personnellement, je n'irai jamais voir une corrida parce que ça m'intéresse pas, etc. Mais de grâce, moi je connais un certain nombre d'élus qui y vont parce que c'est une tradition locale. Et puis point barre. Oui. Parce que le problème, et puis il faut quand même cesser, je dirais, il y a beaucoup d'animaux qui sont justement abattus dans les abattoirs et dans des conditions qui sont scandaleuses. Alors, c'est un sujet, il faut pas opposer justement, les uns aux autres. donnons, puisque c'est une affaire locale, donnons la responsabilité aux élus locaux. Moi, ça me semble la logique, en fait. On parle d'une spécificité régionale, avec des filières locales. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de profondément ancré dans un territoire. Ça me paraît logique que ce soit débattu au niveau du territoire. On est bien d'accord. Voilà. Tout à l'heure, Jean-Jacques Bourdin recevra David Lisnard, donc je pense qu'il lui posera la question. Il parlera évidemment de ce congrès des maires de France. Ce sera tout à l'heure à 10h30 sur Sud Radio. On continue avec les propositions de loi de la France Insoumise, en particulier l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Donc c'est la journée LFI aujourd'hui à l'Assemblée avec 3 propositions. L'une sur la corrida qu'on a évoquée, la deuxième sur le SMIC à 1 600 € et la troisième sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ce sujet... je voudrais savoir ce que vous en pensez les uns et les autres, en sachant que peut-être que le problème n'est peut-être pas l'inscription dans la Constitution, mais l'accès à l'IVG pour les femmes en France aujourd'hui qui reste extrêmement compliqué. C'est un sujet entre autres, et je trouve que le réflexe de vouloir inscrire n'importe quelle proposition dans la Constitution fait partie de cette vague qui dure malheureusement depuis des années en France, où des politiques par marketing politique, souhaite faire de la Constitution un post-it électoral. Ouais. Et c'est assez dommageable parce que la Constitution, ce sont nos textes fondateurs. Et aujourd'hui, le droit à l'IVG n'est pas menacé d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de force majeure ou un parti qui souhaite revenir dessus. Et en ce sens, on peut s'interroger sur l'opportunité et sur le message qui est envoyé par rapport justement aux enjeux que vous venez d'évoquer, qui est l'accès, qui est la durée aujourd'hui, qui a été souvent débattue à l'Assemblée, et sur toutes ces questions de fond. Du coup, on ne tranche pas. Cette question d'inscrire dans la Constitution ne nous dit pas si demain ce sera par rapport au standard de la loi Veil. Est-ce que un pouvoir politique pourra allonger, réduire la durée? Et tous ces éléments font que c'est plus une forme de communication excessive qu'un vrai débat de fond, et c'est bien dommage. Oui, Jacques Méhard, vous avez été député. C'est un gadget politique. C'est extrêmement grave parce que la Constitution, qui a été modifiée de multiples fois, est amoindrie justement par ce prurit d'inscrire tout et n'importe quoi. Je ne dis pas que le droit à l'avortement n'est pas tout et n'importe quoi, mais je veux dire par là que cette espèce de prurit politique et surenchère de vouloir modifier la Constitution amoindrit le texte. Et ça ne changera rien. Personne ne veut modifier le droit à l'avortement des femmes. De toute façon, on le sait très bien que ça a été une avancée forte pour l'ensemble de nos compagnes. Et donc, indépendamment, je dirais, de ce qu'on peut en penser intrinsèquement, il est évident que c'est une faute. C'est du gadget politique. Personnellement, moi, j'avais déjà combattu un certain nombre de modifications dans le passé. On y a collé, je dirais, le droit à la précaution, etc. C'est devenu
je veux dire, un fourre-tout. Je ne sais plus, je crois qu'on a 27 ou 28 modifications de la Constitution. Ça va pas, ça va pas. C'est un texte fondamental et ça a un côté sacré et on n'y met pas, je dirais, un certain nombre... Justement. Ouais. Alors, Alexis, l'idée, je pense, de cette inscription dans la Constitution, c'est de sacraliser l'IVG et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de retour rien sur... du tout. Non, mais parce qu'il y a eu le débat aux États-Unis. On a vu que c'est fragile, que ces avancées-là sont fragiles. Et je pense que pas la même société. Oui, non, mais bien sûr que c'est pas la même société, mais peut-être que en extrapolant un peu, en regardant un peu devant, on peut se dire, mais ces avancées qu'on prend pour des acquis sont relativement fragiles. Et donc, il y a un moment peut-être le besoin de dire, mais après, je pense que c'est un totem, dire que parce que c'est dans la Constitution, voilà, c'est sanctuarisé, c'est illusoire. Mais voilà. Et je pense que la Constitution, plus elle est simple, mieux c'est. Et il faut s'en tenir à l'esprit de la loi et de la lettre. Mais là, il y a cette volonté-là. Après, ça ne changera rien, effectivement. Je pense que ce qu'il faut, c'est savoir comment ça fonctionne sur le terrain, l'accompagnement des femmes qui vont avoir accès à l'IVG, le pourquoi, l'éducation sexuelle. Enfin, c'est un thème encore plus large que l'IVG, bien sûr. Donc voilà, c'est un débat, je pense, qui fait écho à ce qui s'est passé aux États-Unis et qui n'a pas forcément sa place. Non, mais on n'est pas là. Le constitutionnaliste n'est pas là pour faire écho à ce qui peut se passer en Chine, aux États-Unis ou chez les Papous. Nous sommes là pour gérer nos problèmes. La Constitution règle les problèmes des rapports entre les institutions, entre l'exécutif, le judiciaire et autres. On mélange tout et n'importe quoi. Oui, alors Jérôme... Bon, alors c'est vrai que notre Constitution, elle a été approuvée par référendum et c'est le peuple qui l'a approuvée. Donc ça, c'est très important parce que c'est l'expression du peuple, notre Constitution. Mais pour autant, elle a parfois besoin d'évoluer. Elle a été approuvée en 1958. La société française a évolué. La Constitution doit évoluer aussi. Ensuite, de la Constitution depuis 58. Justement, il y a des bonnes modifications, il y a des mauvaises modifications. Le principe de précaution imposé par Jacques Chirac, ton ami Jacques Chirac, n'est-ce pas, Jacques? Le principe de précaution. C'était une connerie. Oui, mais c'est une connerie. Voilà. Bon, mais il y a d'autres évolutions qui ont été bonnes. Donc dire, il est figé ad temporem dans le marbre, non. Non, c'est pas ça le sujet. Il ne faut pas dire ça non plus. On a l'impression de vouloir changer. Sur l'affaire de l'avortement, j'en termine sur l'affaire de l'avortement plus précisément. On n'a rien à voir avec les États-Unis sur ce sujet. Strictement rien à voir. Non, mais c'est pour ça qu'il y a pas besoin. Prétexte, enfin un certain nombre de gens, et on voit bien d'où ils viennent, toujours le même camp, et les filles bien évidemment, a pris prétexte que l'avortement allait être remis en cause. Ce qui reste à regarder, puisque en réalité, la Cour suprême a dit que c'était de la responsabilité des États américains. Bon, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Elle est remise en cause, soi-disant, pour essayer d'introduire ça dans la Constitution. Mais ça n'a strictement rien à voir. Plus personne, vous l'avez dit, à juste titre, plus personne ne conteste ce droit à l'avortement. Non, mais est-ce qu'on n'aurait pas d'avoir un vrai débat sur les conditions d'application de l'avortement? Bien sûr, est-ce qu'on n'attendait pas la France insoumise là-dessus, c'est-à-dire sur l'accès, sur les conditions, mais bien sûr que c'est de ça dont il faut débattre. Ouais. Raphaël Amsalem, vous vouliez... Non, la Constitution n'est pas un totem, ça c'est absolument vrai. En revanche, il faut se souvenir des écrits de Benjamin Constant qui expliquent bien que la Constitution sert de socle politique et sert surtout de limitation au pouvoir politique. C'est pour ça que effectivement, ça n'est pas un totem, mais il faut toujours se méfier quand il y a des tentatives de vouloir l'amender ou de la modifier. Et c'est d'autant plus embêtant sur le sujet en l'espèce que, comme vous l'avez dit, c'est en réaction à ce qui se passe aux États-Unis qu'on propose de changer la Constitution. Et c'est ce mouvement-là qui voudrait qu'on devrait adopter une loi ou changer la Constitution par rapport à l'actualité, une actualité qui ne nous concerne pas en France, qui a là quelque chose de très gênant. Personne ne veut toucher aujourd'hui en France au droit à l'avortement. Donc il faut cesser, je dirais, le gadget politique. C'est extrêmement grave parce que ça affaiblit largement et fondamentalement la Constitution elle-même. Mais ça n'empêche pas qu'elle puisse évoluer. Mais bien sûr, mais 27 modifications depuis 58, elle a évolué et parfois dans des impasses. Juste pour terminer. Grâce à Jacques Chirac. Pour terminer. Oh, mais il n'y a pas que lui. Vous voyez, parce que effectivement, je suis monté à la tribune pour refuser le quinquennat, parce que ça, c'était une faute monumentale. Ensuite, Sarkozy a voulu aussi copier les États-Unis avec 2 mandats seulement. Il y a un moment,
ça suffit. Hein. La démagogie parlementaire, il y a un moment, il faudrait quand même revenir aux fondamentaux. Mais c'est pas nouveau, c'est presque un je ne sais pléonasme. pas si on se souvient. Oui, c'est ça, oui. En 2016, je ne sais pas si on se souvient, mais aussi Nicolas Sarkozy qui proposait, par exemple, d'inscrire dans la Constitution l'interdiction du burkini. Donc voilà, ça s'inscrit dans ce mouvement. Oui, on c'est parle ça, d'un problème d'actualité, on modifie les fondements de notre Constitution. Si, c'est absolument ça, bien sûr que si. Si, bien sûr que si, parce qu'il réagissait au fait que le Conseil constitutionnel ne permettrait pas d'autoriser ça. On est à le faire, interdire le voile à l'école, interdire le voile intégral. J'ai été le premier parlementaire à faire cette proposition de loi. Il n'a jamais été question de le mettre dans la Constitution. En 2016, Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire, proposait l'inscription dans la Constitution de l'interdiction du burkini. C'est pas aller plus loin parce qu'il n'a pas été élu, tout simplement. Mais c'est pour dire que ça fait partie de cette dynamique où, en réagissant à l'actualité, on essaye de changer les fondements de notre état de droit, et ça, c'est très embêtant. Enfin, le principe de précaution, quelle erreur, mais quelle erreur. Ça, c'est une faute. Énorme erreur. C'est une faute totale. Bon, merci. Merci, Jacques. Vous avez vu cette fusillade terrible dans un bar gay dans le Colorado. Le père du suspect de la fusillade dit « Ils ont commencé à me parler d'une fusillade. J'ai découvert que c'était un bar gay. J'ai eu peur. J'ai dit merde, il est gay. Ah, il n'est pas gay. J'ai dit ouf, je suis républicain et conservateur. » Voilà, je vous laisse, ça laisse sans voix. Hein. Wow. C'est-à-dire qu'il préfère que son fils soit un assassin plutôt qu'un homosexuel. C'est non, mais ça en dit long sur l'état de la société américaine actuellement. On est complètement figé entre deux blocs inconciliables. C'est terrible. Et autre information, la Chine reconfine des villes. Zhengzhou est la première. C'est absolument terrible. C'est bien la preuve que nous avons une chance de vivre en France. Et que deuxièmement, effectivement, nous sommes une exception dans de très nombreux domaines, y compris la laïcité. C'est une situation absolument terrible, puisqu'en réalité, la Chine n'a jamais arrêté sa politique de zéro Covid. Elle enchaîne les confinements et la population subit une répression qui est absolument condamnable. Terrible. Mais la Chine est confinée depuis qu'elle est devenue communiste. Merci à tous les quatre. Dans un instant, on a le grand plaisir de recevoir Vincent Lagaffe. Et puis à 10h30, n'oubliez pas, Jean-Jacques Bourdin sera en direct du Salon des maires de France avec plusieurs maires, celui de Calais, de Grigny et puis David Lisnard à 10h moins le quart, à 11h moins le quart. Merci à vous, à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout de suite.